La Minute Éco avec Idriss Lange. Bonjour Idriss Lange, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Ecofin. Nous allons parler ce matin de ce nouveau rapport pour la justice fiscale publié par Tax Justice Network et qui révèle que l'Afrique a perdu en 2020 un montant estimé de recettes fiscales de 17,4 milliards de dollars. C'est énorme. Comment expliquer cette baisse alors que l'on n'a pas pris de changement majeur en matière fiscale? Alors, c'est une question essentielle. On a noté que, effectivement, les estimations de pertes fiscales par l'évasion des multinationales ou l'évitement des personnes riches et fortunées ont baissé en Afrique à 17,1 milliards de dollars. Et c'est un recul de pratiquement 33% comparé aux 25,7 milliards de dollars qui avaient été estimés en 2020. Principalement, ce qu'on a noté, c'est que le pays qui a le plus tiré vers le bas les estimations de pertes fiscales, c'est le Nigeria, où ces pertes-là, cet indicateur, est passé de pratiquement 10,2 milliards de dollars à seulement 2 milliards de dollars. Donc le Nigeria a particulièrement tiré cela vers la baisse, mais on retrouve aussi l'Angola, l'Égypte, le Soudan et des pays comme le Mozambique ou encore l'Éthiopie qui ont connu des baisses de leurs estimations de pertes fiscales. Alors, il est clair qu'il y a un mouvement de la société civile africaine pour qu'il y ait plus d'équité, de justice et de transparence fiscale, mais nous pensons davantage que c'est parce que les entreprises n'ont pas eu l'opportunité de réaliser des transferts de profits que on a assisté à une baisse des impôts estimés comme étant perdus. Au Nigeria, par exemple, le prix du pétrole, qui constitue le principal produit à l'exportation, avait baissé en 2020 et aussi le pays avait pris des mesures drastiques pour limiter les transferts de ressources à l'extérieur afin de protéger la valeur de sa monnaie. En Angola, où on a assisté à un recul de 2 milliards, on est presque dans les mêmes dimensions. C'est un pays qui dépend essentiellement du pétrole. Et ce n'est pas un hasard si des pays comme le Soudan ou le Mozambique sont dans la même tendance. Donc maintenant, il faut effectivement analyser pour comprendre qui, entre la fiscalité effective, le mouvement de la société civile ou alors la conjoncture économique, a le plus pesé sur le repli des estimations de pertes fiscales en Afrique. Dans ce cas, peut-on dire que l'Afrique n'a pas à se plaindre dans la mesure où elle perd le moins de ressources que d'autres régions du monde? Ah non, dans un contexte de Covid, chaque dollar, chaque centime de dollar compte. Nous avons pu évaluer dans le rapport sur l'état de la justice fiscale publié par Tax Justice Network, Public Service International et Global Alliance for Tax Justice que si cet argent n'avait pas été perdu et qu'il avait par exemple été mis à contribution pour procéder à des vaccins Covid, cela aurait permis de vacciner pratiquement 82% des Africains complètement, c'est-à-dire les 2 doses. Et là, on parle non seulement du prix du vaccin, mais aussi des coûts accessoires pour les acheminer vers les zones les plus reculées et toucher le maximum de personnes. Il faut aussi dire que cet argent représente beaucoup pour certains pays. Par exemple, le Tchad, cela représente jusqu'à 17,1% du PIB du Tchad, 11,0% du PIB du Seychelles. Et en matière de santé, cela représente plus de 100% du budget de la santé d'au moins 12 pays africains. Et pour le Tchad, pratiquement, on est autour de 1837% du budget de la santé. Et encore, le Tchad aujourd'hui a de gros problèmes avec
Glencore sur une dette qui tourne autour de 1 milliard de dollars. Sans l'évitement fiscal, le Tchad aurait remboursé Glencore 2 fois, serait sorti de ce problème de dette, aurait signé son accord avec le FMI et se serait mis résolument sur le chemin de la croissance. Donc, le fait qu'on ait assisté à un repli des estimations de pertes fiscales en Afrique ne veut pas dire qu'on est complètement sorti des problèmes. Au contraire, nous devons continuer d'être vigilants, nous devons continuer de suivre la bonne direction et c'est ce pourquoi nous militons au sein de Tax Justice Network. Pourquoi est-ce important d'adresser ce sujet au niveau du monde et est-ce que l'accord de l'OCDE peut améliorer les choses? Il est clair que depuis pratiquement une quinzaine d'années que l'OCDE mène les discussions en vue de faire une proposition sur une nouvelle forme de fiscalité internationale. Il y a eu quelques avancées, notamment sur les questions de reporting des performances financières des entreprises pays par pays. Et je dois rappeler que là encore, c'était même une idée qui avait été défendue bec et ongle par les pionniers de l'ONG Tax Justice Network. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de challenges. On s'est rendu compte que l'accord de l'OCDE ne peut pas résoudre le problème pour les pays pauvres. Déjà, il y a des pans entiers de l'activité économique qui sont totalement écartés de l'accord, initialement pour rendre service aux Africains, notamment dans le secteur des industries extractives. Et il a fallu que le FMI vienne nous rappeler que c'est un secteur sur lequel l'Afrique perd pratiquement 750 millions de dollars d'impôts chaque année pour qu'on se rende compte que c'était pas très intelligent. De l'autre côté, il y a aussi le fait qu'on ait enlevé les services financiers alors que l'Afrique est un receveur des investissements et que lorsqu'on ne taxe pas les services financiers, on permet à des gens de réaliser du chiffre sur les prestations des services d'argent sans avoir à payer l'impôt. Alors que vous, si vous créez n'importe quelle structure financière dans votre pays, on vous oblige à payer l'impôt. Aussi, les nouvelles règles qui sont proposées par l'OCDE permettent aux pays qui abritent des multinationales de recevoir des surplus d'impôts dans le cas où on serait dans des configurations d'une taxation inférieure à 15%. Mais en réalité, combien de pays africains, notamment d'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, abritent des sièges des grands groupes internationaux qui ont une influence sur le monde? Il est clair aujourd'hui que dans une configuration où l'Afrique impacte le moins possible sur les pertes fiscales, quand on calcule, on est autour de 5 milliards d'impact pour l'Afrique, essentiellement au niveau de l'île Maurice d'ailleurs, il y a quelques juridictions, mais que les pays de l'OCDE sont ceux qui causent le plus de défis pour ce qui est de l'évasion fiscale ou alors de l'évitement fiscal par les riches personnes fortunées. Donc nous ne pensons pas que l'OCDE peut être la solution complète au type de problème qu'on veut résoudre. Le Cameroun, apprend-on, perd 315,6 millions de dollars dans ce rapport 2021. C'est une hausse comparée aux estimations du premier rapport publié en 2020. Et comment comprendre cet écart et cette progression? Oui, il est clair que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'en effet, le Cameroun qui passe de 140 millions d'estimations de pertes fiscales à 315,6 millions d'estimations de pertes fiscales, ça peut inquiéter, mais c'est aussi simplement la bonne nouvelle qui veut dire que on a une meilleure couverture de l'ensemble des performances des entreprises et ça doit être un indicateur pour l'administration fiscale qu'elle est aujourd'hui en droit de revoir ces processus et de pouvoir collecter l'équivalent de 230 milliards de francs CFA d'impôts supplémentaires. Ça peut paraître faible par rapport à un budget qui est estimé à 5700 milliards et quelques, mais déjà ça permettrait de réduire
l'entrain qu'il y a à s'endetter. Aussi, lorsqu'on évalue par exemple le coût d'un scanner qu'on installerait dans un hôpital, ça permettrait d'installer l'équivalent de 10 scanners par région au Cameroun et d'avoir un surplus d'argent pour assurer les maintenances et permettre que les gens aillent se faire scanner dans les hôpitaux gratuitement. Ça peut être le premier pas véritablement vers la mise en place d'une certaine sécurité sanitaire. Donc vraiment, c'est un gros challenge. Nous pensons que les parlementaires sont sensibilisés à cela. Elles ont émis le souhait d'apprendre davantage sur les techniques d'évasion fiscale et la manière dont elles peuvent discuter avec le gouvernement pour résoudre le problème. Et c'est une très bonne chose pour nous. Nous sommes prêts à les accompagner dans le sens de cette ambition. Alors que les parlementaires rentrent en session budgétaire dans notre pays, quelles recommandations pouvez-vous leur donner? Déjà, nous pensons qu'il faut que les États défendent le principe selon lequel les vraies discussions sur la fiscalité internationale ne peuvent pas se passer dans le cadre de l'OCDE. L'OCDE est un parti pris qui a trop d'intérêt sur ce dossier. Nous pensons déjà qu'il faudrait qu'on remette à l'ONU et qu'on presse l'ONU d'avancer sur les propositions en matière de réforme fiscale. Et il y en a aujourd'hui qui sont menées, mais qui ne sont pas autant médiatisées que celles de l'OCDE. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que les pays africains, notamment le Cameroun, participent davantage au processus de la publication des performances fiscales des entreprises pays par pays. Il est temps aujourd'hui que les entreprises au Cameroun publient leurs comptes, ou alors que les comptes que les entreprises publient à la direction des impôts, à la direction nationale des statistiques, puissent être accessibles à tout le monde afin que nous puissions tous évaluer, faire le débat budgétaire que le Cameroun souhaite avoir et faire des propositions concrètes en termes de limitation des luttes de flux financiers illicites dans le pays. L'autre chose, c'est que nous encourageons les pays à réfléchir sur le moyen de taxer les personnes qui sont fortunées. C'est une bonne chose que la direction des impôts au Cameroun ait mis en place une unité qui s'occupe essentiellement des riches personnes fortunées. Maintenant, il faut qu'elle avance, un peu comme ça a été le cas avec la direction des grandes entreprises, et que le travail soit fait pour véritablement cibler ces personnes et collecter l'impôt, même si elles ont transféré leurs richesses sur les comptes bancaires offshore. Aussi, nous encourageons le pays à adopter une véritable loi de la propriété effective. Il faut qu'on arrête avec le pacte des actionnaires qui est défendu dans le cadre du Code des affaires de l'OHADA, qui ne prenait pas en compte le risque de flux financiers illicites. On doit savoir qui est propriétaire de quoi, qui gagne quoi, afin de pouvoir véritablement taxer. Voilà un peu quelques pistes de réflexion qu'au sein de Tax Justice Network, nous proposons à l'ensemble de nos partenaires et espérons que le message passera. Merci Idriss Linge. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Ecofin. Bonne journée. Merci Marcel et bonne journée à tous vos auditeurs.